Les criminologues ont établi la liste des mobiles les plus courants qui poussent un individu à commettre un meurtre. En dehors des criminels atteints de maladies mentales, psychopathes, sociopathes, paranoïaques, délirants et autres pervers sexuels, les motivations sont souvent banales. Jalousie, vengeance, conflit et lutte de pouvoir, appât du gain. Nous verrons dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant que certains criminels échappent à cette nomenclature comme s'ils étaient des êtres à part, ayant perdu toute trace d'humanité. Kerrville, au Texas, est une petite ville tranquille située à une centaine de kilomètres de San Antonio. Sa population est en grande partie constituée de retraités. Mais le docteur Kathleen Holland a décidé d'y ouvrir son cabinet pédiatrique, le second de la ville, estimant qu'elle peut se faire une clientèle. Reid et Patty McClellan sont particulièrement heureux de voir la pédiatre s'installer près de chez eux. Beaucoup de mères préfèrent emmener leur enfant, surtout quand c'est une fille, chez une femme médecin. Le docteur Holland était jeune, avec des idées progressistes. Formée aux techniques les plus modernes, elle était susceptible d'insuffler un certain renouveau dans la communauté médicale. Le docteur Holland inaugure sa clinique en 1982. Chelsea, la petite fille des McClellan, est l'une de ses premières patientes. Elle a tout juste 15 mois. Chelsea est arrivée à mon cabinet le premier jour. Sa maman était venue consulter parce que l'enfant souffrait de difficultés respiratoires depuis environ 2 mois. Le docteur Holland ausculte l'enfant. À peine a-t-elle terminé que Chelsea s'arrête brusquement de respirer. On la transporte en ambulance à l'hôpital Sid Peterson. Une fois sur place, les médecins parviennent à réanimer le bébé, mais les examens ne permettent pas d'identifier la cause de l'accident. Un mois plus tard, Chelsea se retrouve à nouveau chez la pédiatre, mais cette fois pour une banale vaccination. Après avoir été vaccinée, Chelsea s'arrête de respirer. Elle devient toute bleue et est prise de convulsions. Et une fois de plus, l'enfant est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins parviennent à stabiliser son état. Quelques heures plus tard, elle est emmenée en ambulance à San Antonio pour y être examinée par des spécialistes. Le docteur Holland suit l'ambulance dans sa voiture. En chemin, la petite fille fait un arrêt cardiaque. L'ambulance se gare sur le bas-côté pour permettre à la pédiatre de tenter de la réanimer. J'ai sauté dans l'ambulance. Je lui ai immédiatement fait un massage cardiaque et j'ai dit aux ambulanciers de se rendre à l'hôpital le plus proche. Mais une fois sur place, en dépit de tous nos efforts, nous avons malheureusement été incapables de la réanimer. Après une vingtaine de minutes à l'hôpital, plus le temps passé dans l'ambulance à lui prodiguer les premiers soins, le décès était prononcé. D'après les résultats de l'autopsie, Chelsea est morte d'un arrêt cardiaque, le fameux syndrome de la mort subite du nourrisson, qui ne touche en général que les bébés de moins d'1 an. Chelsea était née prématurée et souffrait à sa naissance d'insuffisance respiratoire. Mais d'après les rapports médicaux, elle avait surmonté ce problème. Le syndrome de la mort subite du nourrisson touche les enfants plus jeunes. Un médecin sera mieux placé que moi pour en parler, mais en général, ça ne concerne plus les enfants au-delà de 15 mois. Au cours des semaines suivantes, le docteur Holland doit faire face à d'autres accidents similaires. Une petite fille de 5 mois se met à suffoquer. Incapable de respirer, elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Quelques jours plus tard, c'est un autre nourrisson qui, pris de convulsions, doit être conduit aux urgences. Au bout de son premier mois d'exercice, la pédiatre aura été confrontée à 7 reprises au même scénario, dans des circonstances identiques. À chaque fois, l'enfant a dû être hospitalisé d'urgence. Certains d'entre eux étaient dans un état critique et il lui est arrivé d'appeler une ambulance plusieurs fois dans la même semaine. C'était du jamais vu. À Kerrville, il y a peu de jeunes parents avec des enfants. Au bout d'un certain temps, les autres médecins, en voyant tout ce va-et-vient, ont eu des soupçons et ont commencé à s'interroger. Comment expliquer cette brutale épidémie? Quel syndrome à répétition
frappe les très jeunes enfants. Pour quelles raisons mystérieuses sont-ils pris de convulsions et de défaillances cardiaques lorsqu'ils se font ausculter dans le cabinet du docteur Hollande? S'agit-il de coïncidence? Ce qui est difficile à croire. Ou la responsabilité du pédiatre est-elle engagée d'une manière ou d'une autre? Afin d'enrayer le phénomène, les services sanitaires décident d'ouvrir une enquête sur la mort inexpliquée de la petite Chelsea McLean. Cela fait un mois que la pédiatre, Kathleen Holland, s'est installée à Kerrville et 7 jeunes enfants ont brusquement cessé de respirer et ont été pris de convulsions dans son cabinet durant leur examen. Tous ont dû être hospitalisés d'urgence. La petite Chelsea McLean, âgée de 15 mois, est décédée dans l'ambulance. Les administrateurs de l'hôpital, Sid Petersen, décident de convoquer le docteur Holland pour discuter de la situation. J'étais considérée comme le suspect numéro 1. De ce fait, ma clientèle a commencé à décliner. Cela a provoqué d'énormes tensions dans mon couple. Et financièrement, ma situation s'est considérablement dégradée. La pédiatre passe chaque cas en revue devant un comité. Elle déclare que ces accidents s'expliquent par le passé médical des enfants. Chelsea est née avant terme. Elle avait des problèmes respiratoires avant que je l'examine. Un membre du comité lui demande s'il lui arrive d'utiliser, dans sa pratique, de la succinylcholine. En effet, un urgentiste soupçonne une injection d'un relaxant musculaire, comme la succinylcholine, d'être à l'origine des convulsions de l'un des enfants. La succinylcholine a les mêmes effets que le curare et peut provoquer, à haute dose, un arrêt respiratoire. Aux États-Unis, elle est parfois injectée aux condamnés à mort lors de leur exécution. Le docteur Holland explique qu'elle en garde un flacon dans son cabinet, mais qu'elle ne l'a jamais utilisé. Un membre du comité lui demande si elle a confiance en son personnel. La réponse est affirmative. Ce soir-là, après les consultations, le docteur Holland interroge son infirmière, Jalynn Jones. Le comportement de cette dernière éveille ses soupçons. Il y a eu un blanc dans la conversation et soudain, elle m'a dit « À propos, j'ai retrouvé le flacon de succinylcholine qui manquait. » Je lui ai demandé « Quel flacon de succinylcholine ?» Je vous ai dit que j'avais égaré un flacon de succinylcholine. J'en ai commandé un autre et je viens de retrouver le premier. Maintenant, on en a 2. Pour la pédiatre, le fait que son infirmière mentionne cette substance évoquée un peu plus tôt par le comité ne peut pas être une coïncidence. J'étais là, à l'écouter attentivement, et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ce qui avait été évoqué pendant la réunion. Le lendemain matin, le docteur Holland trouve en effet dans le frigidaire de son cabinet les 2 flacons de succinylcholine. Ils semblent pleins, mais elle remarque sur l'un des bouchons 2 minuscules trous d'aiguille. Dès que je les ai vus, tout mon univers s'est écroulé. J'ai été prise de panique. J'étais totalement affolée. Le docteur Holland apporte immédiatement les 2 flacons aux autorités. Le docteur Holland figurait sur la liste des suspects. Elle s'était montrée sur la défensive pendant l'enquête, car en tant que capitaine du navire, elle se sentait responsable de la mort de la petite Chelsea. En plus, elle s'attendait à une avalanche de procès de la part des parents. Jalynn Jones fait également partie des suspects. Âgée de 33 ans, cette infirmière libérale, divorcée et mère de 2 enfants, s'est installée à Kerrville après avoir quitté l'unité de soins intensifs du service pédiatrique d'un hôpital de San Antonio. C'était une femme efficace, mais brusque. Elle était rustre et plutôt vulgaire. Elle jurait comme un charretier. Elle parlait souvent de sexe alors qu'elle n'était guère séduisante. Elle était querelleuse et se plaisait à contredire les gens. Les 2 flacons de succinylcholine sont envoyés pour examen au laboratoire de la police scientifique. La fiole, au bouchon percé de 2 trous d'aiguille, semble pleine,
mais il s'avère qu'elle est remplie d'eau à 80%. Une forte dose de succinylcholine aurait pu provoquer le décès de Chelsea McClellan. Malheureusement, le produit ne laisse pratiquement aucune trace. C'est le genre de substance qui disparaît rapidement après avoir été injectée dans le corps. On ne peut donc pas la détecter dans sa forme originale parce que la succinylcholine est composée d'acide succinique et de choline, qui sont des éléments naturels présents chez l'homme. Sans preuve scientifique matérielle, il ne reste aux enquêteurs que les soupçons du Dr Holland et les protestations d'innocence de Janine Jones. Ron Sutton, le procureur, commence à entrevoir une piste. Il pense qu'on a injecté intentionnellement de la succinylcholine, un redoutable relaxant musculaire, à plusieurs enfants, dont la petite Chelsea McClellan, lors de leur examen dans le cabinet du Dr Holland. Tous les enfants qui n'étaient pas encore en âge de parler et qui présentaient un sérieux problème de santé ont été pris de convulsions pendant que le Dr Holland les examinait. En revanche, ceux qui savaient s'exprimer ou qui souffraient d'une maladie anodine, un rhume par exemple, sont repartis indemnes. Tous les autres ont subi le même sort. L'un des flacons de succinylcholine qui se trouvait dans le cabinet du Dr Holland paraissait plein, mais il était rempli d'eau à 80% et son bouchon était percé de 2 petits trous d'aiguille. Le principal suspect est Janine Jones, l'infirmière de la pédiatre. En effet, elle se trouvait dans l'ambulance au moment où la petite Chelsea est morte, suite à un arrêt cardiaque. Alors que l'enquête suit son cours à Kerrville, des soupçons pèsent également sur l'infirmière à San Antonio pour des faits similaires. Un an auparavant, on avait constaté à l'hôpital du comté de Béar, où Janine Jones travaillait, une augmentation alarmante de décès en pédiatrie dans l'unité de soins intensifs. Vincent Di Maio, le médecin légiste du comté de Béar, avait été informé des soupçons qui pesaient sur l'infirmière par ses collègues de l'hôpital. Au bout d'un moment, tout le monde était au courant et c'était même devenu une sorte de plaisanterie morbide. Si plusieurs bébés décédaient en pédiatrie, c'est que Janine Jones devait être de service. L'inconcevable s'est-il produit? L'infirmière, Janine Jones, a-t-elle volontairement injecté aux enfants des doses massives de succinylcholine dans le but de provoquer détresse respiratoire et arrêt cardiaque? Les médecins n'ignorent pas que ce puissant relaxant musculaire, utilisé parfois pour l'exécution des condamnés à mort, est difficilement décelable dans l'organisme. Mais le nombre anormal de décès de nourrissons survenus dans l'hôpital où l'infirmière travaillait quelques mois plus tôt était tout bonnement alarmant. Plus incroyable encore, le taux de mortalité a brusquement chuté aussitôt que Janine Jones a quitté le service. Cette information capitale est transmise à l'adjoint du procureur. Après le départ de Jones, le nombre de décès a immédiatement diminué. Dès qu'elle est partie, dès le lendemain, les choses se sont tassées et ensuite, le taux de mortalité est resté le même. Ce taux était constant avant son arrivée, puis il a considérablement augmenté. Dès l'instant où elle est partie, pratiquement le même jour, le taux de mortalité est redescendu à son niveau normal. Les services de santé de San Antonio contactent le Center for Disease Control. Situé à Atlanta, c'est l'un des plus grands centres de surveillance épidémiologique au monde. Le docteur Gregory Istre y travaille. Il analyse le taux de mortalité dans les unités de soins intensifs. Le taux de mortalité semblait être en déclin à la fin des années 70 jusqu'au début 81, puis il est remonté en 81-82. Le nombre de décès augmentait presque exclusivement en fin de journée, ce qui nous a paru extrêmement suspect. L'augmentation du taux de mortalité en soins intensifs correspondait aux heures où Janine Jones travaillait à l'hôpital, c'est-à-dire de 15 à 23 heures. Mais plus de 200 personnes avaient accès à ce service. Des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des secrétaires, des thérapeutes, des techniciens et des internes.
Le docteur Istres commence donc par assigner un numéro à chaque employé de l'hôpital. Il fait un graphique pour déterminer qui était de service au moment où 30 décès suspects et une cinquantaine d'urgences inexpliquées s'étaient produits. Quand l'infirmière numéro 32 était de service, le nombre de décès était extraordinairement élevé, bien plus que quand elle n'était pas là. En fait, le risque de décès était 10 fois plus grand quand elle était présente. Un bébé courait 10 fois plus de risque de mourir pendant son service qu'à tout autre moment de la journée. Et qui se cachait derrière le numéro 32? C'était Janine Jones. C'est Janine Jones. Le procureur découvre que les responsables de l'unité de soins intensifs soupçonnaient Janine Jones d'être mêlée d'une façon ou d'une autre à ces mystérieux décès. Mais au lieu d'ouvrir une enquête, la direction de l'hôpital avait préféré renvoyer toute l'équipe d'infirmières libérales du service, dont Janine Jones faisait partie. Ils ont mené une enquête et ils se sont concentrés sur Janine Jones. Ils ont décidé que la chose à faire serait d'éliminer toutes les infirmières libérales de leur équipe soignante et de ne garder que les titulaires. Ça leur permettait de se débarrasser de Janine. Le docteur Holland, qui songeait à faire venir Janine à Kerrville pour l'engager dans son cabinet, a demandé à l'hôpital du comté de Béar si c'était une bonne idée. La réponse a été affirmative. Oui, c'était un excellent choix. L'hôpital s'est donc débarrassé d'elle et l'a envoyée à Kerrville. Les décès suspects qui avaient cessé à San Antonio après le départ de Janine de l'hôpital ont donc mystérieusement repris à Kerrville, le nouveau lieu de travail de l'infirmière. Le procureur est convaincu que la petite Chelsea McClellan a été tuée intentionnellement par une injection de succinylcholine, un redoutable relaxant musculaire. Jones était seule avec elle quand l'enfant a été prise de convulsions. Elle était également avec elle dans l'ambulance quand elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Un flacon de succinylcholine, qui avait disparu du cabinet du docteur Holland, a été retrouvé plus tard rempli d'eau à 80%. Malheureusement, le procureur ne peut pas prouver que la mort de Chelsea a été provoquée par cette substance, car il n'existe aucun test pour la détecter dans les tissus humains. Mais il a entendu parler d'un expert médico-légal, le docteur Frederick Readers, qui a mené des recherches sur des produits similaires dans son laboratoire de Philadelphie. Des échantillons de tissus de Chelsea McClellan sont envoyés au docteur Readers. Il les apporte à l'Institut Karolinska en Suède, où un protocole expérimental par chromatographie gazeuse permettra de les analyser. Dans un premier temps, on chauffe pour les dissocier les diverses molécules des échantillons, puis on mesure la vitesse à laquelle elles se séparent les unes des autres. Les résultats sont concluants. On découvre des traces de succinylcholine dans les tissus embaumés de la petite Chelsea, une première scientifique. Notre hypothèse, pour ne pas dire notre certitude, était que quelqu'un avait injecté de la succinylcholine à cet enfant au moment de son décès, ou un peu avant, ou du moins avant que les signes et les symptômes qui ont entraîné sa mort se soient manifestés. Les résultats étaient positifs. Il y avait des traces de succinylcholine dans le corps en quantité infime, moins de 10 nanogrammes. C'était du jamais vu. Un appareil si perfectionné qu'il pouvait détecter des quantités infinitésimales de l'ordre de quelques nanogrammes. Sur le point d'être démasqué par le docteur Holland, Janine Jones, feignant de se trouver dans un état comateux, avait tenté de faire diversion en prétendant faire une overdose de doxépine, un puissant anxiolytique. La pédiatre avait pratiqué un lavage d'estomac et n'avait trouvé que 4 comprimés ingérés par la manipulatrice. Nous connaissons la suite. Janine Jones espérait-elle que son crime ne pourrait jamais être scientifiquement prouvé, la succinylcholine étant pratiquement indécelable dans l'organisme? Sans doute. Mais sans doute ignorait-elle aussi l'excellence du laboratoire suédois capable d'en détecter une quantité infinitésimale dans les tissus
embaumé de la petite fille. En possession de cette preuve matérielle et s'appuyant sur un faisceau de présomption, le procureur a inculpé Janine Jones du meurtre avec préméditation de Chelsea McClellan. Devant la cour, l'infirmière plaida non coupable. Selon le procureur, l'infirmière a injecté une première dose de succinylcholine à la fillette dans le cabinet du docteur Holland, pendant que cette dernière était occupée avec sa maman. Puis elle lui en a injecté une seconde dans l'ambulance, provoquant ainsi sa mort. Les traces de succinylcholine dans les tissus embaumés de Chelsea, la découverte du flacon rempli d'eau au bouchon percé de 2 trous d'aiguille, la présence de l'infirmière aux côtés de chacun des bébés au moment où ils ont été pris de convulsions, tout accuse Janine Jones. La dernière personne qui a témoigné lors du procès à Georgetown pour l'affaire de Kerrville a raconté qu'elle avait croisé Janine devant l'hôpital Sid Peterson. À un certain moment, Janine lui a dit « Vous savez ce qui manque dans cet hôpital? Un service de soins intensifs pédiatriques. » Elle aurait sans nul doute voulu en être l'infirmière en chef. Le témoin, qui était également infirmière, lui a répondu « Il n'y a pas assez d'enfants gravement malades pour ça. » Janine s'est alors exclamée « Bien sûr que si, il suffit juste de les trouver. » Lors du procès, l'accusation présente une autre preuve accablante. Il s'agit d'une lettre rédigée par Janine après son renvoi du cabinet du docteur Holland. L'infirmière, qui aurait pris une surdose de tranquillisant, y avoue avoir altéré la vie de 7 personnes. Un témoin anesthésiste de son métier déclare que Janine Jones avait demandé qu'une conférence sur l'utilisation de la succinylcholine soit organisée pour les infirmières travaillant aux soins intensifs. Le 16 février 1984, Janine Jones est déclarée coupable du meurtre de Chelsea McClellan par injection de succinylcholine. Elle est condamnée à 99 ans de prison. Lors d'un procès ultérieur, elle est reconnue coupable d'avoir attenté à la vie d'un enfant alors qu'elle travaillait à l'hôpital du comté de Béar, à San Antonio. Elle avait injecté 22 000 unités d'héparine à un bébé, une dose quasi mortelle. Pour ce crime, elle est condamnée à 60 ans de prison supplémentaire. Janine avait injecté à des enfants une substance anticoagulante appelée héparine. De ce fait, quand un enfant avait une petite blessure qui saignait, le sang ne pouvait pas coaguler et la blessure continuait à saigner, même quand il ne s'agissait que d'un petit bobo. Selon le procureur, Janine Jones aurait commencé sa campagne meurtrière au sein de l'unité de soins intensifs à San Antonio pour se venger des médecins et des infirmières titulaires qu'elle haïssait. Son statut l'empêchait de suivre des formations et d'avoir de l'avancement comme ses collègues, ce qui la révoltait. Après son départ de San Antonio, sa folie meurtrière a repris à Kerrville. Le grand drame dans cette affaire, c'est que beaucoup de gens auraient pu mettre fin à ces agissements. Ils auraient pu prendre les mesures qui s'imposaient, mais ils n'ont rien fait. Ça en dit vraiment long sur la bureaucratie médicale, sur la politique adoptée par les services de santé. C'est l'illustration de ce qui arrive quand les institutions se dérobent à leurs responsabilités pour des raisons mesquines, pour se protéger du scandale et éviter d'éventuels procès. C'est la direction de l'hôpital qui a envoyé Janine Jones à Kerrville, qui l'a laissé faire du mal à ses enfants et assassiner Chelsea McClellan. Voilà pourquoi cette histoire est aussi navrante que dramatique. Le commun des mortels n'arrive pas à concevoir qu'une personne, dont la vocation est d'apaiser les souffrances d'autrui, puisse vouloir nuire à un malade. Surtout quand il s'agit d'un enfant. Et non seulement un enfant, mais un enfant si malade qu'il est en soins intensifs. Personne ne peut imaginer une infirmière faisant délibérément du mal à un tout petit. C'est inconcevable. À mon avis, le problème était là.
Tout le monde voyait clairement ce qui se passait, mais personne n'arrivait à le croire. Cette affaire l'a prouvé, ce sont des choses qui arrivent. Il faut en être conscient et rester vigilant. Quand on ne trouve pas d'explication médicale à tel ou tel symptôme, il faut peut-être envisager une origine d'ordre criminel. Le docteur Holland a engagé Janine Jones en se basant sur les références que lui avait fournies l'hôpital du comté de Béar. Malgré un divorce, plusieurs procès et une quasi-faillite, elle a décidé de rester à Kerrville et de se refaire une clientèle. Mais elle avoue qu'il lui a fallu des années pour regagner la confiance de la population. En février 1984, je ne recevais plus que 4 patients par semaine dans mon cabinet. Mon mari avait demandé le divorce et on s'était séparés fin 82. Les gens qui me connaissaient bien pour avoir travaillé avec moi par le passé n'ont jamais douté un seul instant de mon innocence. Mais ça n'a pas empêché ma réputation professionnelle d'être totalement détruite, surtout dans cette ville. J'ai vraiment touché le fond. Mais je savais que je n'étais pour rien dans ces crimes. Je le savais et j'étais convaincue que Dieu le savait également. Alors j'ai pris ma décision, je ne jetterai pas l'éponge, je ne partirai pas. Je n'avais aucune raison de m'enfuir. Les chroniques judiciaires font état de quelques cas de meurtre commis par des infirmières dans l'exercice de leurs fonctions. En France, par exemple, à la fin des années 90, la Cour d'assises des Yvelines a condamné Christine Malèvre à 10 ans de prison pour l'assassinat de 6 de ses patients. Mais l'infirmière commettait ces actes dans le but d'abréger les souffrances de ces malades arrivés au stade terminal d'un cancer. La question de l'euthanasie fait débat. Certains pays ont légiféré dans ce sens, en l'accompagnant de procédures médicales et déontologiques très strictes. En France, le comité d'éthique n'y est pas pour l'instant favorable. Mais notre affaire ne s'inscrit pas dans cette polémique. Car les patients auxquels Janine Jones s'attaquait n'étaient pas des malades incurables, mais de jeunes enfants, des nourrissons innocents et sans défense, qui avaient toute la vie devant eux. Seul un profond déséquilibre psychologique peut expliquer l'attitude de l'infirmière. Lors du procès, des psychiatres ont évoqué la possibilité d'un cas assimilable au syndrome de Munchausen, par procuration bien sûr. Il s'agit d'une psychopathie qui pousse certains adultes, généralement des parents, à agresser volontairement leurs enfants pour pouvoir ensuite les faire soigner et obtenir leur affection. Si tel est le cas de Janine Jones, ces crimes seront à mettre sur le compte de la démence. Et ce diagnostic nous évitera de penser que l'infirmière n'a agi que dans le but de se venger de l'administration de l'hôpital qui lui avait refusé un avancement.